J'ai fait mes plans avec les rêves de mes soldats endormis. Napoléon. « 2000 ans d'histoire. C'est avec leurs rêves, mais aussi leurs souffrances, qu'entre son couronnement et son abdication, Napoléon a conquis et perdu un empire. Plus de 2 millions de soldats recrutés en 10 ans, avec lesquels, de Madrid à Moscou, de la Méditerranée à la Baltique, il a parcouru l'Europe et construit sa légende. 2 millions d'hommes sans lesquels rien n'aurait été possible, mais qui, à l'ombre de l'empereur, sont restés des artisans anonymes de sa gloire. Les soldats oubliés de cette grande armée avec laquelle, 1 an après son couronnement, Napoléon allait battre les Russes et les Autrichiens à Austerlitz. Nous entendrons la messe de minuit à Vienne. Berthier, écrivez. Mes 150 000 hommes, cantonnés de Brest à Ambleteuse, vont partir immédiatement. Ils vont, dans le plus grand secret, traverser la France et l'Allemagne, en 3 semaines en direction de Vienne. Mais il y a 500 lieues à pied. Oui, oui. Des souliers, occupez-vous de ça tout de suite, Daru. Portez la plus grande attention à ce que je dis. Nous appellerons désormais l'ensemble de nos formations la Grande Armée. Où est-ce qu'il nous mène à présent, le petit caporal? Faire le réveillon à Vienne. Ouvrez le bonheur, et que les canons vous enverront les cœurs. En attendant, soldats, sonnez le branle-bas, mais au combat, tous vos fusils contre l'ennemi. Un drapeau tigre-libre qui sort de la gueule, on va rire, en faisant tout le monde en marchant, en chantant, dans la boue et le sang. Jérôme Croyer, bonjour. Bonjour. Alors si tout le monde connaît plus ou moins les grands moments de l'épopée napoléonienne, ces batailles, les grands personnages du Premier Empire, on connaît moins les soldats de la Grande Armée sans lesquels rien n'aurait été possible et dont vous rappelez la vie quotidienne dans un livre que vous venez d'écrire aux éditions Gossen, Soldats de Napoléon. Sur quel document vous êtes-vous fondé? Pour quelles raisons d'ailleurs a-t-on un peu oublié au fond le quotidien de ces soldats? On ne connaît de l'armée que les maréchaux, que Napoléon bien sûr, et très peu la vie quotidienne de ces soldats. Disons que, alors, les ouvrages que j'ai utilisés, c'est en fait beaucoup d'archives. Donc ça fait des années que voilà, je suis archiviste aux AD de l'Ain, et ça fait des années que je traque les lettres de Poilu. Justement, pas de Poilu. Les lettres de Grognard. Voilà. Grognard, ouais. Je vais vous expliquer pourquoi Poilu. Donc ça fait des années que je traque les lettres de Grognard, et c'est à travers ces lettres, donc que j'ai retrouvées soit dans des différents dépôts d'archives publiques ou dans des collections privées, que j'ai lues, dont j'ai relevé certains passages, et j'ai trouvé qu'il y avait des choses intéressantes à dire, que eux avaient des choses à dire en fait. Est-ce qu'elles n'étaient pas soumises à la censure, ces lettres? Alors, théoriquement, elles devaient l'être. Mais de fait, elles ne le sont pas, ou très très rarement. Parce que les armées vont vite, et le service des postes doit déjà acheminer le courrier et a rarement le temps, les états-majors ont rarement le temps d'ouvrir les courriers des soldats pour voir ce qui se lit. C'est d'autant plus étonnant qu'on parle assez peu de la vie quotidienne de ces soldats qu'ils étaient extrêmement nombreux. 2 millions d'hommes en 10 ans. C'est ça, 2 millions d'hommes sous le Premier Empire pour la période en gros 1800-1815. Et si on prend la Révolution, parce que l'Empire et la Révolution, c'est difficilement dissociable, il y a à peu près 3 500 000 hommes sur ces 20 ans. C'est énorme. C'est vrai que ces soldats se battaient avant la proclamation de l'Empire en 1804. C'était pour beaucoup d'entre eux, et notamment d'ailleurs pour les plus gradés, qui s'étaient battus depuis longtemps, ils se battaient depuis la Révolution. D'ailleurs, ce qui est étonnant aussi, parce que vous entrez dans le détail de leur vie quotidienne, de leur équipement, de leur armement, c'est que Napoléon n'a pas changé grand-chose. D'abord, ils se sont battus pendant toute la durée de l'Empire avec des armes, même pas de la Révolution, mais même de l'Ancien Régime. Oui, alors notamment le système des armes à feu, le fusil d'infanterie modèle 1777, donc créé en 1777, le canon pareil, fait par un officier de l'Ancien Régime qui s'appelait Gribeauval. Le canon Gribeauval. Voilà, le fameux canon Gribeauval qui va connaître des améliorations notables sous le Second Empire, pas avant. Les seules améliorations techniques au niveau de l'armement, c'est au niveau des armes blanches, des sabres,
où la campagne d'Égypte sert un petit peu à quelque chose. On se rend compte que des systèmes avec des sabres courbes, c'est un petit peu plus pratique et surtout la manière de s'en servir. Alors Napoléon ne change pas grand-chose à l'armement, il ne change rien non plus au recrutement qui se fait de la même manière que sous la Révolution lorsqu'en 1798 avait été votée la loi Jourdan. Jean-Roch Poignet, C'est moi? voilà votre feuille de route, mon garçon. Pourquoi faire? C'est pour avoir à rejoindre dans les 4 jours votre régiment qui se forme à Fontainebleau. Mais j'ai pas de régiment. Il se trouve que si. C'est pour avoir l'honneur. 12 rue Tidor, en 7, c'est daté. Jean-Roch Cognier, du travail chez moi depuis 4 ans. Tu es l'enfant de la maison. Aussi, madame et moi, nous avons pris une décision. Nous t'achetons un remplaçant. Mais je refuse. Tu as sans doute raison, Jean-Roch. Je chercherais à revenir avec un fusil d'argent. Pasteur Poignet, te voilà grenadier reçu. Il y a encore une formalité. Allez, d'accord. On va dévider une paire de chopines à la cantine. Et c'était un extrait du feuilleton Jean-Roch Coignet qui est inspiré des cahiers du capitaine Coignet également, qui était connu. Ils avaient été publiés, cela il y a quelques années, et qui raconte donc la façon dont étaient recrutés les soldats de Napoléon, c'est-à-dire de la même manière que pendant la Révolution. Voilà, alors disons qu'à la fin du Directoire, on met en place le système de la conscription. C'est-à-dire qu'on réquisitionne ni peu ni moins les hommes. Service militaire. Voilà, service militaire. Service militaire. Avant, c'était des volontaires. Voilà. Les volontaires, c'est jusqu'en 1792, les vrais volontaires. Après, il y a des problèmes, et à partir de 1793 et l'an 2, ce sont des réquisitionnaires. Et donc, la loi Jourdan ne fait qu'établir dans la loi ce système de réquisition par un service militaire, ce qui a été jusqu'à quelques années service national. Donc, la conscription. Alors, la conscription, ça consiste en quoi? Donc, tous les jeunes de 20 ans d'une classe sont réunis au chef-lieu de canton, avec en présence de différents maires, du sous-préfet, d'un officier de gendarmerie ou d'un officier d'un régiment, d'un médecin. Et là, ils tirent des numéros. Alors, admettons, s'il y a 25 conscrits, les 5 premiers numéros, si vous prenez le numéro 1, vous partez directement au régiment. Si vous prenez du 6 au 12, vous êtes mis dans la réserve. Et si vous prenez du 12 au 20, vous êtes sur citerre. Tirage au sort, mais aussi, on l'a entendu dans cet extrait de feuilleton, remplacement. On pouvait se faire remplacer si on tirait un mauvais numéro. Oui. Les plus nantis pouvaient se payer un remplaçant. Donc les parents pouvaient généralement payer un remplaçant. Alors c'est généralement un usage dans les familles bourgeoises, voire des familles nobles à partir de 1804, où, ma foi, moyennant une somme négociée devant notaire, avec un remplaçant, le remplaçant va faire l'armée à votre place. Alors il y en a qui échappaient à cela, c'était d'abord les réfractaires. Il y avait relativement peu de réfractaires en fait pendant l'Empire et même la Révolution. Alors il y a certaines périodes. Alors il y a certaines périodes où notamment les périodes de paix, où les jeunes refusent de partir parce qu'il n'y a pas forcément la nécessité d'aller combattre. Et parce qu'on avait peut-être besoin d'eux aussi dans les campagnes. Voilà. Il faut rappeler quand même que la population est majoritairement paysanne. Ce sont des paysans qui se battaient, ou des gens d'origine paysanne qui se battaient dans les armées. Et c'est vrai sur certaines périodes, le fait de quitter les champs, de laisser la famille sans bras, peut encourager à ne pas vouloir partir. Donc là, on est réfractaire, c'est-à-dire qu'on ne se présente pas au tirage au sort. Donc bon, généralement, les réfractaires sont répertoriés et puis on menace les familles de payer une amende. C'est les gendarmes qui vont les chercher. Voilà, c'est les gendarmes et c'est la justice. Donc l'État taxe les familles et bon, au bout d'un moment, les réfractaires partent. Et donc il y a des courants de réfractaires et il y a certains pics, certaines périodes comme vers 1808, 1809 et vers 1810, quand on a un petit peu la paix continentale, les jeunes refusent de partir. Il y a aussi les déserteurs, et là aussi, alors les chiffres varient selon les périodes et les difficultés, entre 5 et 30% de déserteurs. Il y a ceux qui se mutilent aussi pour échapper au service, qui se coupent les deux doigts de la main droite, qui, je l'ai appris aussi, se coupent les canines supérieures parce qu'elles étaient indispensables pour déchirer les cartouches. Ouais, tout à fait. Alors, les déserteurs, c'est différent. Le déserteur, c'est une fois que le conscrit est au régiment, il quitte le régiment. Donc là, la désertion, c'est beaucoup plus sévèrement puni. Et ça sera encore valable pour venir au poilu durant la guerre de 14. Si vous désertez
à l'ennemi, c'est-à-dire en présence de l'ennemi, vous êtes condamné à mort. En tout cas, les autres se retrouvaient dans les casernes pour se retrouver également en uniforme. Entrez. À vos ordres, mon capitaine. J'ai de bonnes nouvelles à t'annoncer, Cognier. Tu as grand besoin d'un habit neuf. Ce serait pas du superflu, mon capitaine. Avec ça, tu vas toucher 3 tenues et des équipements neufs. Dans mon magasin? Non, c'est ta feuille de route. Les inscrits dans la garde consulaire. Va boucler ton sac et graisser tes souliers. Je pars donc? Et demain matin, pour rejoindre la caserne des Feuillants à Paris. Ah, ça, c'est une surprise. Ce qui me peine, c'est de quitter les camarades. Il y a autre chose, Cognier. Tu es le premier de la ligne à être inscrit pour la Légion d'honneur. Et pourquoi? On n'est pas fait plus que les camarades? Général Berthier s'est souvenu du canon de Montebello. C'est vrai? J'ai pris un canon en Italie, je l'avais oublié. Alors la Légion d'honneur, c'était pas pour les jeunes conscrits, il fallait avoir une expérience, il fallait s'être distingué au front, c'était la récompense suprême pour le soldat. La Légion d'honneur, c'est la récompense suprême pour le soldat, et même pour le civil, parce que la Légion d'honneur est déjà aussi faite pour les civils. Donc elle est créée en 1802, et elle succède un petit peu sous l'Ancien Régime à la Croix de Saint-Louis, et sous le Directoire aux armes d'honneur dont a parlé Cogniet, justement. Et donc elle distingue avec son ruban rouge le brave au milieu des autres, et si certains soldats, quand ils sont conscrits, rêvent d'avoir le bâton de maréchal, ce qui est beaucoup plus à leur portée, c'est effectivement peut-être la croix. Et puis alors l'uniforme, ils en sont très fiers, cet uniforme qu'on leur donne à l'entrée, qu'ils doivent payer s'il est usé avant sa durée de vie légale, je ne sais pas quelle est cette durée de vie, mais ils doivent le payer eux-mêmes, hein, sauf si évidemment cet uniforme est détruit par les blessures ou par des marches excessives. Et puis cet uniforme qui marque, dites-vous, le changement d'état, hein, quand on a l'uniforme, et surtout, alors il y a des uniformes rutilants, vous en représentez un grand nombre dans ce livre qui est magnifiquement illustré, il y a évidemment celui dont rêvent tous les soldats, c'est d'appartenir à cette élite et à avoir l'uniforme de cette élite qui était la garde. Tout à fait. Alors, c'est vrai que l'uniforme est quelque chose qui distingue le soldat du civil, et ça forme un esprit de groupe. C'est-à-dire qu'on a tous le même uniforme, on partage tous le même destin, et c'est assez important. Et quand le soldat rentre chez lui, rarement en permission, il est fier de montrer que lui, c'est pas un Pékin. C'est pas un civil, il porte l'uniforme. Alors si c'est un fantassin, il fait avec. Si c'est un hussard, alors là c'est le top. Et le deuxième top, c'est effectivement la garde impériale. La garde impériale, donc, qui est créée dès la création du consulat, qui au début a un rôle de garde des 3 consuls, puis de l'empereur. Et au fur et à mesure des années, la garde va devenir une armée dans l'armée. Et à la fin de l'Empire, ça devient en elle-même une armée avec une jeune, moyenne et vieille garde. La garde qu'on utilisait en dernière extrémité, c'est-à-dire en fait très rarement, et qu'on a utilisé, mais elle n'a pas servi à grand-chose apparemment à Waterloo. Alors il y a l'uniforme, vous entrez dans le détail, la vie quotidienne dans les casernes qui est ponctuée par les repas. Alors comme on se lève très tôt, on se couche relativement tôt aussi. Les repas dont vous détaillez la ration quotidienne par homme, 750 grammes de pain, 550 grammes de biscuits, 250 grammes de viande, 30 grammes de riz, 60 grammes de légumes secs, 1 litre de vin pour 4 hommes. On boit beaucoup, d'ailleurs, dans l'armée. Oui, on boit beaucoup dans l'armée. Ouais. On mange beaucoup en garnison parce qu'il y a des rations qui sont assurées assez simplement. Et bon, on boit beaucoup parce que la société française de l'époque, vous l'avez dit, est une société rurale, et elle a un rapport à l'alcool qui n'est pas le nôtre maintenant, qui est très différent. C'est pas parce qu'ils boivent beaucoup qu'ils s'alcoolisent forcément. Alors on boit beaucoup, on mange beaucoup, cela en caserne, et puis en revanche, quand le soldat est en campagne, eh bien, il vit sur le dos des habitants. Quel gâchis, mon pays. À votre père une raison, Cogniet. Avec la cavalerie, c'est bien pire. Du si beau blé. À vous, grenadier, j'ai fait ma part. Et l'as-tu acheté? À la foire d'Empagne, conscrit. Pour une peur et une envie de courir. À la guerre, Jean-Roch, il n'y a que la maraude pour agrémenter l'ordinaire. Godaille, sais-tu combien de temps il faut pour faire pousser un pied de vigne? Ouais, je sais le temps qu'il faut pour vider une bouteille. Et je sais aussi que pour faire du feu, il faut du bois. Et que sans feu, on peut pas faire griller le cochon. Voilà mon point de vue. Les paysans de Bourgogne nous appellent les brigands de Chamberlac. Ouais, mais le citoyen général Chamberlac, il dort chez le maire ou chez le notaire pendant qu'on couche sur la dure. Et le paysan chauffe les fesses au coin du feu pendant qu'on se bat pour la République. Vous sortirez tambour battant, mèche allumée, drapeau volant,
Mais la garnison de ce temps sera prisonnière, comme on dit de guerre. C'est ainsi qu'agit en honneur le Français quand il est vainqueur. 2000 ans d'histoire, Patrice Gélinet. C'était un fléau, le passage des soldats dans les pays où ils passaient, des soldats de Napoléon, Jérôme Croyer. Oui, alors c'est un fléau pour les pays qui les accueillent. Alors j'ai en mémoire, par exemple, la campagne de 1809, quand ils débarroulent en Autriche. Il existe dans les archives autrichiennes des procès-verbaux de passage des troupes françaises, et c'est vrai qu'ils démontent les villages littéralement pour construire leurs abrivants, pour leur confort personnel. Et puis pour ce qui est de la nourriture, alors elle est censée suivre les convois, donc on recrute de temps en temps des types qui sont plus ou moins boulangers dans le civil pour former des compagnies de boulangers sur place, mais la plupart du temps, si on veut de la viande et si on veut manger à peu près correctement, et puis surtout boire, il n'y a pas le choix, c'est la maraude. Donc la maraude, les officiers, officiellement c'est interdit. Alors il y a un maréchal qui veillera à ce que ça soit vraiment interdit, c'est Suchet. Par contre, les officiers, le capitaine, le lieutenant qui lui vit au quotidien avec ses hommes, voit les choses un peu différemment. Et souvent, même si lui il veut manger, il ferme un petit peu les yeux et puis ses hommes partent dans la nature et reviennent avec du poulet, puis même des fois carrément des animaux sur pied. Dans les très nombreuses illustrations qu'il y a dans votre livre, on voit également une femme, une vivandière, il y avait des femmes qui accompagnaient les soldats de Napoléon verser du vin. C'était le rôle. Alors voilà, il n'y a pas de femmes militaires, ou il y en a très peu, c'est très très rare. Il y en a quelques-unes, mais c'est très rare. Et les seules femmes qui suivent officiellement l'armée, ce sont les cantinières, les vivandières et les lavandières. Donc les premières nourrissent le soldat. Le soldat lui donne de l'argent pour avoir soit un petit peu à boire ou un bout de saucisson, quelque chose comme ça, en plus de l'ordinaire officielle, on va dire, qui est pourtant en campagne assez pauvre. Et la lavandière, elle lave le linge, toujours contre rétribution. Et donc là, c'est très encadré. Il ne doit pas y avoir plus de mémoire, de 1 ou 2 cantinières par bataillon ou par escadron. Et là, il leur faut une patente avec une médaille, donc c'est très surveillé. Parce que des hommes en campagne, entre eux, on arrive à les maîtriser, mais si on met une femme au milieu, des fois, ça peut créer certaines tensions. Et certains généraux, comme par exemple certains colonels, il deviendra général comme Marulaz, lorsqu'il est en caserne à Marseille en 1800, exclut toutes les femmes de la caserne parce que ça pose trop de problèmes. Femmes en tout cas qui partagent une des pires épreuves de cette armée, en dehors du combat, bien entendu, dont nous parlerons, et qui était la marche. Rassemblement! Grenadiers! Le bruit a couru que la 96e demi-brigade allait se reformer à Paris. On a dit aussi que 7 congés seraient accordés par compagnie. Quelques-uns de vos sergents ont eu la prudence d'établir des listes. Ils seront punis. En conséquence, cette nuit, nous coucherons chez l'habitant. Et demain, la 96e, couronnée de lauriers d'Italie, prendra le chemin du Portugal. Eh bien, grenadiers, le cœur vous fait-il défaut? Pour le cœur, ça peut encore aller, citoyen capitaine. Mais c'est les souliers. On va leur percer le flanc, en plein plan, on va leur percer le flanc, à que nous allons rire, à que nous allons rire. Et c'est de là que dépend le salut de l'Empire. Et c'était la chanson d'Austerlitz, où les soldats de la Grande Armée sont arrivés en 3 semaines après avoir parcouru 500 lieues. Ce qui est extraordinaire, on l'oublie un peu quand même, c'est que cette armée, elle se déplace, même les cavaliers qui se déplacent au rythme des marcheurs, mais elle se déplace à pied. Oui. Et c'est des distances considérables quand on sait où se battaient ces soldats qui allaient du Portugal et se retrouvaient à Moscou. Oui, c'est des distances ahurissantes, et eux-mêmes le disent dans le courrier, eux-mêmes ne reviennent pas de parcourir autant de lieux à l'époque. Et en gros, une journée d'étape, on va dire tranquille, c'est 20 kilomètres. Et s'il faut forcer un petit peu pour rejoindre un front ou faire vite, on peut monter jusqu'à 40 kilomètres. Et alors là, les pertes dans les régiments sont effroyables parce que certains types tombent en marchant de fatigue. Et donc il y a un essainement des régiments et des corps d'armée sur la longueur. Et certains marchent tellement qu'ils en arrivent à
se casser les pieds en marchant. D'où l'importance des tambours, des chansons très nombreuses, on l'a entendu, que chantaient les soldats parce que ça les aidait à marcher. Le meilleur soldat n'est pas tant celui qui se bat, disait Napoléon, que celui qui marche. Tout C'est à dire fait, à quel c'est point ça, il pouvait compter sur eux. Et c'est vrai que ça a été un des atouts de cette armée que d'avoir de bons marcheurs. C'est-à-dire, c'était vrai pour toutes les armées, mais la grande armée de Napoléon était assez rapide. Alors on marche sur de longues distances, et autre difficulté, autre épreuve pour ces soldats, c'est l'éloignement. Certains, dites-vous, ne revoyaient leur famille qu'au moment de leur retraite. Voilà. Officiellement, le système des permissions existe, mais de fait, il est très peu appliqué. À prendre une permission quand on est à Moscou, voilà, pendant ça la sert pas à campagne de grand-chose. Russie, oui. Ça sert quand on est maréchal, mais quand on est simple grenadier, encore grenadier, c'est l'élite de l'infanterie. Quand on est simple fusilier, la permission, il n'y en a pas. Donc, de temps en temps, certains espèrent, lors des marches, justement, du déplacement d'un front à un autre, du passage dans la région, ils demandent au capitaine s'ils peuvent avoir une journée ou deux pour faire un petit détour pour aller voir la famille, ce qui n'est pas toujours accordé si ça presse ou pas. Et donc, la seule chose que les soldats ont pour garder contact avec leur famille, c'est le courrier. Et ce courrier, il est très important parce que c'est le seul lien qu'ils ont avec le monde civil, le monde entre guillemets réel. Et ce courrier a un effet moral assez important. Et ça permet... Alors, ce qui est très intéressant dans ces courriers, c'est que le soldat donc écrit à sa famille, et la première chose qu'il demande, c'est « Comment allez-vous » C'est-à-dire qu'il est tellement occupé par ce qui se passe chez lui, il est tellement dans la tristesse de ne plus voir les siens. La première chose qu'il leur demande en leur écrivant, c'est « Comment allez-vous » Au lieu de parler de lui, il demande d'abord des renseignements sur eux. Courrier également, qui est un lien entre eux et nous, si on peut dire, puisque c'est grâce à ce courrier, justement, qu'on peut en savoir un peu plus sur ce quotidien, c'est ce vécu des soldats pendant le Premier Empire, un vécu très dur aussi. Il y a l'éloignement, et puis il y a les pertes qui sont vraiment considérables. Entre 1800 et 1815, dites-vous, 500 000 tués. Voilà. Alors, c'est pas 500 000 tués, voilà, il y a à peu près 500 000 morts. Et dans les morts, il faut prendre la part des tués au combat, des morts, des blessures et des morts de maladie. Et en gros, 75% des morts sont des soldats qui décèdent de maladie. Alors bon, les médecins, le corps médical qui fait ce qu'il peut, généralement dit que c'est des fièvres. Alors sous le terme de fièvre, vous avez à peu près tout ce qui existe comme type de maladie, mais ils n'ont pas le temps de les traiter. Et il y a à peu près 15% des soldats, effectivement, qui meurent au combat, ce qui est vraiment très peu par rapport à l'ensemble à l'ensemble de ces pertes. Des épreuves terribles d'ailleurs, qui jusqu'au bout d'ailleurs n'ont pas dissuadé ou plutôt découragé ceux que Napoléon appelait les grognards. Tu devrais être à la retraite, hein? Qu'est-ce que tu fais là à ton âge? Je vous observe. Et pourquoi? Pour savoir jusqu'où votre bazar d'idées va nous faire marcher. Oui, j'étais déjà vétéran à Arcole. Alors, je me suis dit que quand j'aurai l'occasion, je lui dirai que je l'observe. Au petit tondu. Petit tondu? Ils ronchonnent tous derrière vous, les autres. Mais il n'y en a pas un qui ose vous le dire. Et entre nous, on vous appelle le petit tondu. Bon, eh ben, va pour le petit tondu. Et je voudrais bien savoir ce que tu me reproches, hein? Ce que je vous reproche, c'est que nous, de la vieille garde, on ne fout plus rien. À Arcole, à Rivoli, ça ressemblait encore à du service. Mais après... Tu vas retourner chez toi, hein? Tu es trop vieux. Ne m'insultez pas, Majesté. Il n'y a pas d'âge pour vous, soldats. C'est pas un homme, ça, c'est un grognard. Un gros quoi? Je dis qu'un homme qui grogne comme toi, on devrait appeler ça un grognard. Alors ça, c'est trop bien. Un grognard. Ça vaut presque le petit tondu. Et c'était un extrait d'Austerlitz d'Abel Gans avec Pierre Mondy dans le rôle de Napoléon et la voix de Michel Simon qu'on a reconnu dans le rôle de ce grognard, un vétéran qui avait fait l'Italie, qui était à Arcole avec Bonaparte et puis qui se retrouve à Austerlitz avec Napoléon. C'est extraordinaire la fidélité de la plupart de ces soldats, en tout cas au début de l'Empire, jusqu'au moment où ça a commencé à mal tourner, et qui grogne, comme leur surnom l'indique, mais qui marche. Tout à fait. C'est vrai qu'alors, sous le directoire, le consulat et le début de l'Empire, ce qui motive encore les soldats, c'est les idéaux de la Révolution que Napoléon nouvellement sacré incarne presque physiquement.
À partir de 1809, avec le départ en retraite d'une grosse partie de ces anciens soldats des armées de la Révolution, on a là désormais vraiment une armée de conscrits. Et pour le coup, c'est vraiment la grandeur des chefs, la grandeur, la magnificence de l'Empire. C'est un empire victorieux sur tous les fronts qui fait encore tenir ses soldats. C'est-à-dire qu'ils servent une armée victorieuse, ils servent un État victorieux et un chef d'État victorieux. Et des maréchaux victorieux, puisqu'il y a aussi l'attachement aux maréchaux, puisque c'est quelqu'un qu'on voit peut-être un petit peu plus souvent que l'empereur, qu'on voit rarement, mais que quand les soldats voient, et ça, il y a quelques courriers qui en parlent, ils sont subjugués. Des meneurs d'hommes, il y a des Murat, il y avait Lassalle qui avait cette formule extraordinaire, un hussard qui est encore vivant à 30 ans est un Jean Foutre, disait-il, et qui est mort à 34 ans. Ouais, c'est ça. Quels étaient les rapports, justement, d'abord dans cette hiérarchie entre les officiers et les soldats, et surtout entre Napoléon et les soldats? Est-ce qu'ils étaient aussi familiers qu'on l'a entendu dans cet extrait de film, des soldats qui surnommaient Napoléon le petit tondu ou le petit caporal, et Napoléon qui leur tirait l'oreille? Oui, alors effectivement, Napoléon est relativement proche de ces hommes parce qu'ils peuvent l'invectiver, ils peuvent l'interpeller. Et là, on est un petit peu dans un système comme les armées romaines où César tolérait que les soldats fassent des chansons sur lui, il n'y avait pas de problème. Par contre, si un officier s'adresse à l'empereur en le tutoyant, ça c'est même pas envisageable. Le seul qui le tutoyait, c'était le maréchal Lannes. Tous les autres le vous voyaient. Donc il y a une tolérance vis-à-vis de ces soldats parce qu'il sait que c'est grâce à leurs chaussures, c'est grâce à leurs pieds qu'ils remportent ces victoires. Donc il leur laisse une marge de manœuvre pour l'invectiver, voire même l'aborder pour lui demander des choses. Et il y a souvent des témoignages, alors ça on a ça dans les mémoires, où Napoléon passe en une revue et il y a un soldat qui sort du rang qui dit voilà, moi ça fait des années que je fais campagne, je voudrais la Légion d'honneur. Alors bon, de temps en temps, il la donne. Souvent, il y a quand même une enquête administrative pour voir si le gars la mérite ou pas. Ce qui est étonnant, c'est que cette fidélité est allée au-delà de l'Empire. Ces soldats de Napoléon lui sont restés fidèles, même après Waterloo, même après sa mort. C'est assez étonnant, avec ces fameux demi-soldes, que d'ailleurs qui ont inspiré Balzac avec son colonel Chabert, et qui sont restés très longtemps fidèles, justement. Oui, c'est vrai qu'à partir de 1813, on va dire, avec la campagne d'Allemagne et la campagne de France et le repli sur les frontières des armées françaises et les combats à l'intérieur du pays, désormais on se bat pour la France. On se bat pour défendre le pays. Mais avec la Restauration, l'image de l'empereur, l'image de Napoléon auprès de ses anciens soldats avec tout ce qui véhicule de gloire, ne se ternit pas. Loin de là, et la preuve, certains soldats, à partir de la monarchie de Juillet, c'est-à-dire de la monarchie constitutionnelle, 1830, pour qu'ils aient droit à une forme de reconnaissance. Et il faut attendre le Second Empire pour qu'avec la médaille de Sainte-Hélène, ils aient une reconnaissance officielle. Et quelque part, c'est la première médaille qui commémore, qui reconnaissent un État, qui commémore une période. Et donc, c'est vrai que ce sont des soldats qui vont rester après l'Empire, et notamment l'ennemi solde, très fidèles à Napoléon, simplement parce qu'il incarne aussi les idéaux de la Révolution et de la République, chose que la monarchie ne veut plus voir. C'est d'ailleurs eux qui ont ramené au pouvoir son neveu. Enfin, cela dit, la plupart d'entre eux étaient déjà morts, la plupart de ces soldats. Beaucoup de ces soldats vont agir en 1830 et en 1848 pour l'avènement de la Deuxième République. Merci Jérôme Croyer. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre Soldats de Napoléon, l'épopée racontée par ceux qui l'ont faite, publié aux éditions Gossen. À lire aussi Bernadotte, un maréchal d'Empire sur le trône de Suède. On en parlera d'ailleurs très bientôt dans cette émission. Un livre de Franck Favier qui vient de paraître chez Ellipse. Vous avez pu entendre des extraits du film Austerlitz d'Abel Gance avec Pierre Mondy et Michel Simon, entre autres, et qui est disponible en DVD chez Studio Canal, ainsi que la série télévisée Jean-Roch Coignet de Claude-Jean Bonnardeau, publiée en DVD chez LCJ Éditions. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Arnaud Caillé et Ludovic Asselot, documentation Camille Pouc-Jalaguier, Frédéric Martin et Franck Olivard, une émission de Patrice Gélinet réalisée par Jacques Sigal.